En 1661, vous incarnez le médico de Camara, médecin personnel du roi d'Espagne, résidant à l'Alcázar royal de Madrid. L'atmosphère est plus lourde de terreur collective que de joie. Pendant 9 heures angoissantes, le palais est immobile, plongé dans la prière et le suspense. Chaque couloir est flanqué de courtisans anxieux, le visage marqué par l'inquiétude. Dans la chapelle royale, les prêtres récitent sans cesse des litanies, leur voix formant un murmure sourd contre les cris faibles et lointains de la reine. À l'extérieur, des astrologues, convoqués en secret, scrutent des cartes célestes dessinées à la lueur des bougies, espérant démêler le destin d'un empire à partir de l'alignement des étoiles. Il ne s'agit pas seulement d'un enterrement royal, il représente le dernier pari désespéré de la dynastie la plus influente de la planète. Le roi Philippe IV se tient devant vous, âgé et épuisé, ses épaules portant le fardeau d'un empire en déclin et d'une série de minuscules cercueils. Il a déjà enterré ses fils, il a assisté à la fin de l'avenir de l'Espagne dès son plus jeune âge. Ses espoirs reposent désormais uniquement sur la femme de la chambre d'accouchement, la reine Marianne d'Autriche. Elle est non seulement son épouse, mais aussi sa nièce, fille de sa propre sœur. De 30 ans sa cadette, elle est dans son lit non par affection, mais par devoir solennel de perpétuer une lignée qui semble vouée à l'extinction. Leur union, geste politique nécessaire pour préserver l'unité des terres des Habsbourg, est aussi une aberration biologique, cette vérité est tapie dans le cœur de chaque membre de ce palais. Pendant 2 siècles, la maison de Habsbourg a joué un jeu risqué avec la génétique. Pour préserver ces vastes territoires s'étendant de Madrid à Vienne, de Milan aux Amériques, elle a opté pour des mariages incestueux entre cousins, oncles et nièces, tissant un arbre généalogique complexe et étouffant. Cette tactique politique était devenue une bombe génétique à retardement. Au fil des générations, la lignée des Habsbourg, pure et pure, s'est intensifiée, tant en force qu'en danger. Ce qui symbolisait autrefois l'honneur dynastique, la célèbre mâchoire des Habsbourg, s'était dégénéré en une déformation grotesque, empêchant ses possesseurs de parler ou de mâcher confortablement. Le taux de mortalité infantile s'est accru, tandis que les fausses couches sont devenues terriblement fréquentes. Ceux qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte étaient souvent faibles, tristes et accablés de diverses maladies physiques et psychologiques. En tant que médecin, vous avez été le témoin direct des conséquences, les problèmes gastro-intestinaux récurrents, les dépressions invalidantes et les douleurs articulaires invalidantes qui affligent la famille royale. Vous comprenez, plus profondément que les prêtres et leurs prières ou les astrologues et leurs thèmes, que la dynastie n'est pas soumise à une punition divine, mais à un piège génétique auto-infligé. Elle s'est transformée en une impasse génétique, un serpent se rongeant la queue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Malgré les richesses considérables que l'Empire a acquises grâce au Nouveau Monde, il décline de fond en comble. Des années se sont écoulées depuis la disparition du dernier héritier mâle d'un précédent mariage, et l'union de Philippe avec sa nièce Mariana n'a suscité que des arrois. Une fille, Marguerite-Thérèse, inéligible à l'accession au trône, et un fils de courte vie, cette naissance représente le dernier espoir de la dynastie. Si cet enfant se révèle robuste, la lignée des Habsbourg en Espagne perdurera une génération supplémentaire. Qu'il s'agisse d'une fille ou d'un autre enfant fragile voué à une mort prématurée, les vautours se rassembleront. Les grandes puissances européennes, et en particulier la France ambitieuse de Louis XIV, scrutent Madrid avec attention. Elles sont conscientes qu'un échec de succession en Espagne pourrait déclencher une guerre dévastatrice pour les vestiges d'un empire. L'avenir du monde occidental est incertain, suspendu aux cris qui résonnent dans cette chambre. Un silence soudain s'installe dans les appartements royaux. Dans un silence pesant et anxiogène, une femme en pleurs s'avance vers le roi Varun, le teint livide et strié de larmes. Un frémissement de soulagement collectif et tremblant traverse le palais. Dans la chapelle, les prêtres passent de supplications désespérées à des hymnes de remerciements reconnaissants. Les courtisans sanglotent sincèrement, soulagés. Le roi Varun, le visage empreint d'espoir, s'approche de la salle d'accouchement. Vous le suivez, serrant fermement votre trousse médicale, le cœur battant à tout rompre, tant par votre engagement professionnel que par une profonde terreur. Vous êtes consciente de ce que cette lignée peut engendrer. L'atmosphère dans la pièce est celle de l'épuisement et de la dévastation. L'atmosphère est imprégnée d'une odeur âcre de sang et de sueur. La reine Mariana gît sans vie sur les draps trempés, son visage autrefois jeune, vieilli par l'épreuve. Cependant, tous les regards sont rivés sur le paquet que tient la sage-femme en chef. À votre arrivée, le roi tend une main tremblante et hésitante pour dévoiler le tissu qui l'enveloppe, et la joie fugace du palais se transforme en une mort sourde et terrible. Le son qui sort de la bouche du nourrisson n'est pas le cri puissant et furieux d'un nouveau-né en pleine croissance.
C'est plutôt un gémissement maladif et fragile, aussi fin qu'un fil. L'enfant est d'une petite taille et d'une fragilité troublante. Sa peau est translucide, d'un blanc cireux, parcouru d'un réseau de veines bleues. Sa tête paraît démesurément grosse comparée à son corps minuscule, recouvert d'un duvet incolore clairsemé. Elle penche anormalement sur le côté, suggérant que les muscles de son cou sont trop faibles pour supporter son poids. Ses membres sont fins et grêles, pourtant, c'est son visage qui vous fait frissonner. La mâchoire caractéristique des Habsbourg est présente, mais sur ce petit nourrisson, elle apparaît comme une déformation grotesque. La mâchoire inférieure est tellement proéminente que la bouche ne peut se fermer complètement, exposant des gencives pâles et édentées, laissant apparaître un rictus douloureux et permanent. Sa langue semble trop grande pour sa bouche, un problème fréquent au sein de sa famille. Ses grands yeux larmoyants sont cernés de paupières gonflées et bouffies. Il ressemble moins à un enfant qu'à un vieux homoncule sage et miniaturisé, un vieil homme rétréci dans le corps d'un nouveau-né. Vous observez le roi Philippe le Fourreau contempler son fils. Le tendre espoir sur son visage disparaît, remplacé par une expression de désespoir si profonde, si abyssale, qu'elle est presque insupportable. Il a déjà vu cette expression. Il reconnaît ce regard. C'est celui d'un fruit flétri, d'un arbre si pourri qu'il ne peut plus porter de fruits. La sage-femme, remarquant le changement dans la pièce, enveloppe hâtivement l'enfant plus étroitement, tentant de dissimuler les apparentes difformités. Mais il est trop tard. Tout le monde dans la pièce l'a vu. On le nommera Charles. On le déclarera prince des Asturies, héritier du trône d'Espagne. Ils obligeront la cour à célébrer, à féliciter, à prétendre qu'un miracle s'est produit. Mais vous connaissez la vérité. En tant que médecin et scientifique, vous contemplez cet être déformé, difforme, issu d'une dynastie en guerre contre la nature elle-même. Vous comprenez avec une certitude glaçante ce qui se déroule sous vos yeux. Il ne s'agit pas de préserver une lignée, mais de la dissection de sa disparition. L'annonce de la naissance du prince Charles fut le spectacle politique par excellence. Une ultime tentative pour dissimuler le déclin sous une performance grandiose. Depuis les remparts de l'Alcazar, le rugissement des canons de célébration résonna, leur détonation triomphale rebondissant sur une ville sommée de se réjouir. Les grandes cloches des cathédrales de Madrid sonnèrent jusqu'à ce que l'atmosphère vibre d'une jubilation forcée. Un tédion spécial fut exécuté, auquel assista toute la cour. Leurs expressions, des masques ornés de gratitude feinte. Des ambassadeurs étrangers furent convoqués pour transmettre les félicitations de leur souverain. Les diplomates envoyèrent des messages à leurs familles, mêlant enthousiasme officiel et inquiétude cachée. Un baptême somptueux fut organisé pour l'enfant, le comblant de noms de saints et de membres de la famille royale, de Charles à Balthazar. Pourtant, dans l'enceinte de la chambre d'enfant royale, le spectacle prit fin. Une surveillance implacable, emplie d'effroi, régnait sur la vie du nourrisson. La chambre d'enfant fut transformée en une citadelle médicale stérile, isolée des dangers extérieurs perçus. Les fenêtres restèrent closes, même pendant l'été madrilène oppressant, de peur qu'un courant d'air ou une mauvaise haleine ne compromette la fragile existence du prince. Chaque jour, les sols étaient nettoyés au vinaigre et des herbes aromatiques étaient suspendues un peu partout pour assainir l'atmosphère. Personne n'était autorisé à entrer sans avoir d'abord changé de vêtements et s'être lavé les mains à l'eau de rose. Burke, s'exclama Miracle de Camara, grand prêtre de la chambre. Votre existence a été entièrement consacrée à la survie de cet enfant. Le jeune Charles n'était pas un bébé, mais une série de symptômes alarmants. Il était en proie à des convulsions incessantes, laissant son petit corps raide et pâle. Il souffrait de fièvre soudaine qui affolait toute l'équipe de la crèche, se précipitant pour des compresses froides et priant à voix basse. Sa digestion était pénible. Allaiter correctement était impossible en raison de son prognatisme sévère, la tristement célèbre caractéristique de la mâchoire des Habsbourg. Sa bouche ne pouvait se fermer hermétiquement, le privant de cet acte fondamental, le lien le plus fondamental entre la mère et l'enfant. La quête frénétique de nourriture se transforma en un combat quotidien. Un groupe de nourrices, triés sur le volet parmi les paysans les plus saints de Castille, fut réuni. Chacun d'eux était minutieusement inspecté par vous et vos associés, leur les testés pour la qualité, leurs antécédents scrutés à la recherche de tout signe de maladie. Cependant, le problème ne venait pas des nourrices, c'était le prince qui suscitait l'inquiétude. Il se débattait, s'étouffait et se détournait tandis que le lait coulait des commissures de sa bouche déformée. Le plus souvent, il vomissait la petite quantité qu'il parvenait à avaler. Dans un palais débordant d'abondance, il mourait de faim.
Le roi Philippe IV visitait quotidiennement la crèche, mais ce n'étaient pas les visites joyeuses d'un père fier, mais les inspections sombres d'un général examinant son dernier soldat désespéré. Il restait debout au-dessus du berceau pendant de longs moments. Son visage, un masque de granit empreint de tristesse, observait la respiration saccadée de l'enfant. Ses faibles cris, ses faibles luttes, il interagissait rarement avec le garçon. On aurait dit qu'il craignait que son propre contact souillé ne lui porte le coup fatal, ou peut-être qu'il ne supportait pas la confirmation physique du déclin de sa dynastie. On vous posait chaque jour des questions, identiques. Est-il plus fort aujourd'hui, docteur? A-t-il gardé son lait? À quoi vous répondiez avec prudence et évasivement, évoquant des progrès mineurs et une santé fragile, alors que les signes laissaient présager une détérioration. La reine Mariana, sa mère et parente, faisait preuve d'une piété féroce, frisant l'hystérie. Convaincue que les souffrances de son fils étaient une punition divine pour ses péchés ou ceux de sa famille, elle transforma la chambre d'enfant en sanctuaire. Des reliques de saints ornaient son berceau. Des restes de la croix étaient cousus dans son linge. Elle ordonna d'innombrables messes et fit d'importantes donations au couvent. Si Dieu épargnait son fils, elle jura de passer des heures à prier sur le sol de pierre froide. Ses supplications étaient une supplication désespérée adressée à un ciel insensible. Son amour maternel était mêlé à une profonde terreur superstitieuse. La cour devint le théâtre d'un déni complexe. Parler de la mauvaise santé du prince était strictement interdit. Tout courtisan surpris à parler de ses crises ou de sa faiblesse était immédiatement exilé. Il était publiquement décrit comme un enfant en bonne santé, simplement en retard de développement. Lorsqu'il ne parvenait pas à atteindre les étapes typiques d'un nourrisson, comme lever la tête, s'asseoir ou ramper, on l'attribuait à sa lignée royale. Son calme n'était pas dû à la paresse, mais à une disposition royale. Son silence n'était pas dû à un retard de langage, ni à une incapacité à émettre des sons, mais à une nature réfléchie. Les mensonges devenaient de plus en plus complexes au fil des mois, créant un univers fictif pour dissimuler la terrifiante réalité. La vérité était que Charles était génétiquement endommagé. Vos propres évaluations de l'enfant, menées au-delà des supplications hystériques de la reine et du regard triste du roi, confirmaient vos craintes les plus profondes. Son tonus musculaire était quasi inexistant. Ses réflexes étaient faibles et insensibles. Sa tête surdimensionnée, non fusionnée par endroits en raison d'une mauvaise fusion crânienne, était douce au toucher. Vous avez secrètement consigné vos observations dans des notes combinant le latin médical et le grec, craignant d'être découvert. Vous avez détaillé un prognatisme extrême, une débilité générale, une faiblesse générale et un retard mental sévère. Vous avez également calculé son indice de consanguinité, un concept nouveau que vous et certains médecins progressistes commenciez à saisir. D'après son arbre généalogique, Charles II était plus consanguin que le fruit d'une union frère-sœur. Ses parents, Philippe et Marianne, partageaient un coefficient de parenté qui les rendait génétiquement aussi proches que des frères et sœurs. En substance, le garçon était son propre cousin. À 4 ans, il ne pouvait pas marcher à cause de jambes fragiles incapables de supporter son poids. Il était porté sur un oreiller de soie par un gardien attitré. À 5 ans, il n'avait toujours pas prononcé un mot distinct. Contrastant fortement avec la propagande de la cour, le prince robuste communiquait par grognements et gémissements gutturaux, sa langue massive empêchant toute articulation claire. Malgré son âge, on continuait à le nourrir de purée, la structure de sa mâchoire l'empêchant de mâcher. En réalité, l'enfant royal était gravement handicapé, nécessitant des soins constants et complets. À l'âge de près de 4 ans, le roi Philippe IV mourut en 1665, ses derniers jours marqués par une lente descente vers la mélancolie. Contrairement aux attentes, il ne désigna pas de régent puissant ni de conseil de sages conseillers pour gouverner au nom de son fils. Au lieu de cela, dans son testament, il confia l'ensemble de l'empire espagnol à son épouse, Mariana, faisant d'elle l'unique reine régente. Dans un aveu poignant de l'état de santé de son fils, il stipula également que Charles ne serait considéré comme majeur qu'à 14 ans, et même alors, qu'il serait assisté dans toutes les affaires de l'État. Charles II, âgé de 4 ans, incapable de marcher, de parler ou de se nourrir, fut couronné roi d'Espagne, seigneur des Pays-Bas, duc de Milan, roi de Naples et de Sicile, et empereur des Indes. L'immense fardeau d'un empire mondial reposait sur les épaules fragiles d'un enfant incapable de supporter le poids de sa tête. Avec la mort de Philippe IV, la cour d'Espagne entra dans une nouvelle période d'instabilité. La fragile façade de normalité entretenue par le règne du défunt roi s'effondra, laissant place à la gouvernance rigide de sa veuve, la reine Marianne. La préoccupation première et la passion inébranlable du monarque étaient centrées sur la protection de son fils.
Cependant, cette protection ne visait pas à l'élever, à l'éduquer ou à le préparer au monde. Il s'agissait plutôt de le confiner dans une substance protectrice, le protégeant de tout obstacle, adversité ou stimulus potentiellement préjudiciable à sa santé incroyablement fragile. L'enfant roi Charles II fut élevé non pas comme un futur dirigeant, mais comme un précieux artefact vivant. Son enfance se transforma en un isolement doré. L'Alcazar de Madrid, vaste labyrinthe de pierre et de vent, devint son univers exclusif. Les efforts physiques tels que courir, sauter, voire marcher d'un pas rapide, étaient considérés comme des activités périlleuses, interdites aux princes. Les médecins royaux, adhérant aux appréhensions de la reine régente, recommandaient une vie quasi inactive, tandis que d'autres princes à travers l'Europe apprenaient l'équitation, l'escrime et la chasse. Charles fut déplacé d'une pièce à l'autre sur une chaise sur mesure, ses jambes inertes pendant mollement et sans but. Il passa ses journées en silence, dans des chambres faiblement éclairées, peuplées de serviteurs constants qui répondaient à chacune de ses plaintes. Son éducation devint une façade pitoyable. La reine Marianne, nourrissant une profonde méfiance envers l'intellectualisme et craignant que l'effort d'apprentissage ne provoque une crise fatale, sappa systématiquement tout effort visant à lui offrir un programme d'études substantiel. Des précepteurs furent nommés, mais leurs directives précisèrent clairement que le roi ne devait pas être surchargé. Les leçons étaient concises et rudimentaires. Il fut initié aux lettres, mais il ne maîtrisa jamais véritablement l'art de lire couramment. Ses tentatives d'écriture se résumaient à un gribouillage hérissé, à peine lisible. On lui enseigna les fondamentaux du catéchisme, qu'il mémorisa machinalement sans aucune compréhension approfondie. Sa connaissance du monde extérieur aux frontières de son palais était quasiment inexistante. Il ne pouvait identifier la France ou l'Angleterre sur une carte de l'empire qu'il dirigeait ostensiblement. Il manquait de connaissances en économie, en diplomatie et en stratégie militaire, son esprit et son corps étant maintenus dans une immaturité éternelle et protégée. Cette ignorance délibérée servait deux objectifs, préserver sa santé et consolider le pouvoir de la reine régente. Un roi faible et mal informé était un roi complaisant, qui ne contesterait jamais l'autorité de sa mère et de son cercle de conseillers. Mariana était entourée d'un groupe de loyalistes, parmi lesquels se distinguaient le père Johann Eberhard Nittard, son confesseur jésuite autrichien. Le père Nettard, un homme politique astucieux et manipulateur, co-dirigeait l'Espagne aux côtés de la reine régente. Ils dirigeaient le vaste empire par décret, leur pouvoir indiscutable tant que Charles restait un pupille impuissant. Pourtant, les vides de pouvoir provoquent des rivalités. Les puissants nobles espagnols, ces grands dont les ancêtres avaient conquis des empires, bouillonnaient d'une colère croissante en voyant l'Espagne gouvernée par une reine étrangère et son confident jésuite. Ils voyaient sporadiquement le roi en public, et leur réaction était horrifiée. Il paraissait spectral, faible et léthargique. Sa mâchoire de Habsbourg était devenue si proéminente que ses dents inférieures dépassaient de sa lèvre supérieure, transformant son discours en un fouillis de mots confus. Souvent, sa bouche était grande ouverte, de la bave dégoulinant de son menton, qu'un serviteur essuyait subtilement avec un mouchoir en dentelle. Ce n'était pas le fier lion de Castille, c'était plutôt une marionnette abîmée, et il détestait les manipulateurs qui tiraient ses ficelles. Leur mécontentement trouva un chef de file dans la figure charismatique et ambitieuse de Don Juan José d'Autriche. Don Juan incarnait toutes les qualités qui manquaient à Charles II, il était beau, intelligent, un stratège militaire aguerri et vaillant. De plus, il était le fils illégitime de feu Philippe IV, né d'une liaison avec une actrice. Demi-frère du roi, Don Juan se considérait comme le dirigeant légitime de l'Espagne, représentant la puissante lignée des Habsbourg qui aurait dû régner. Il devint le centre de toute résistance contre la reine régente, incarnant le rêve de la noblesse espagnole de restaurer une image masculine et militaire du trône. La cour se transforma alors en champ de bataille pour une lutte glaciale autour de l'esprit du jeune roi. Le groupe de la reine régente cherchait à maintenir Charles isolé et immature, tandis que les partisans de Don Juan complotaient pour le libérer, gouverner par son intermédiaire et l'exploiter comme figure de légitimité. Pris dans cette lutte de pouvoir empoisonnée, Charles était un pion désemparé. Il était tiraillé entre l'affection étouffante et craintive de sa mère et les manipulations de personnages puissants qui le considéraient non comme un individu, mais comme un symbole d'autorité. Son adolescence fut une épreuve solitaire et déroutante, marquée par une puberté tardive et irrégulière, qui entraîna une immaturité physique prolongée et un développement difficile. Il n'avait pas de barbe et sa voix restait haute et juvénile. Il était souvent pris de longs accès de tristesse invalidants, s'enfermant dans ses appartements, refusant les visiteurs, pleurant sur des chagrins inexprimés. S'ensuivaient des accès de rage soudains et inattendus, où il détruisait des objets ou s'en prenait aux domestiques,
sa colère et sa confusion explosant en une violence insensée. Ses plaisirs simples consistaient à se faire lire des livres d'images aux couleurs vives, sans en comprendre les histoires. Il prenait un grand plaisir à jouer avec de petits jouets et on disait qu'il était captivé par le fonctionnement complexe des horloges, bien qu'il n'en comprenne pas le mécanisme. Ses liens les plus profonds étaient avec les nains de la cour et les bouffons, les autres bizarreries du palais. Avec eux, il semblait trouver un étrange sentiment d'appartenance. Il ne le critiquait pas et n'attendait rien de lui. En sa compagnie, c'était un jeune homme simple et abîmé. Lorsque Charles eut 14 ans en 1675, devenant officiellement adulte, il devint évident pour tous qu'il n'était pas apte à gouverner. Le couronnement fut un autre spectacle vide de sens. Il était assis sur le trône, vêtu d'une robe d'armes qui semblait engloutir sa silhouette délicate, le visage vide tandis que les grands d'Espagne lui juraient fidélité. Le véritable pouvoir continuait d'appartenir à sa mère. Cela créa une situation politique délicate. Don Juan de Austria, affirmant que le roi était désormais mûr et devait être libéré de la domination de sa mère, mena une attaque sur Madrid avec une armée réduite. Le coup d'État réussit. La reine Mariana fut contrainte à l'exil dans un couvent de Tolède, et le père Nitar expulsé. Don Juan de Austria, le charismatique fils illégitime, devint premier ministre et dirigeant de fait de l'Espagne. Pendant un court instant, une nouvelle ère sembla s'ouvrir. Don Juan s'efforça d'impliquer le roi dans les affaires de gouvernance. Don Juan présenta des documents d'État à Charles, cherchant à élucider les questions complexes de l'Empire. Cependant, ses efforts furent vains. Charles peinait à comprendre les arguments, fixant les papiers d'un air absent avant de perdre son attention. Il signait tout ce qui lui était présenté, désirant simplement mettre un terme à cette épreuve. Sa peur de Don Juan, son demi-frère beau et intelligent, était palpable. Intimidé par sa vitalité et son intelligence, Don Juan tenta de stimuler le roi, ce qui ne fit que souligner la nature profonde et irrévocable de son handicap. Le grand espoir de la noblesse espagnole découvrit que la marionnette dont elle avait pris le contrôle était dépourvue de toute capacité de manipulation. Il n'était qu'un vase clos. Le mandat dynamique et ambitieux de Don Juan comme Premier ministre reposait sur des fondations fragiles. Son autorité, semblable à celle des reines-mères avant lui, reposait entièrement sur la vie chancelante du roi le plus malchanceux de la chrétienté. Le mandat rapide et dynamique de Don Juan d'Autriche prit fin aussi vite qu'il avait commencé. En seulement 2 ans, le fils illégitime et captivant mourut subitement en 1679, probablement à cause d'une fièvre, bien que des rumeurs d'empoisonnement aient circulé parmi ses adversaires. Sa disparition laissa un vide de pouvoir que Mariana, la reine-mère, combla rapidement à son retour d'exil au couvent, conservant son attitude impitoyable et autoritaire. Le règne de Don Juan avait mis en œuvre un dernier élément crucial de la politique de l'État, le roi devait se marier. Une union royale n'était pas une question d'affection ou de camaraderie pour Charles, c'était une nécessité biologique impérieuse. Elle représentait le dernier coup de dé pour les Habsbourg d'Espagne. L'objectif, bien que faible et hésitant, était qu'une reine étrangère jeune, vigoureuse et fertile puisse miraculeusement surmonter les nombreux défauts du roi et donner naissance à un héritier. La survie de l'Empire dépendait de la démonstration que la lignée royale n'était pas stérile. Marie-Louise d'Oléra, une remarquable princesse française et nièce du roi Louis XIV, fut choisie comme épouse. Cette union politique visait à apaiser les tensions entre la France et l'Espagne, 2 puissances redoutables. Cependant, pour Marie-Louise, joyau de l'élégante cour de Versailles, cette annonce signifia sa fin. Elle reçut l'ordre de quitter le cœur de la civilisation pour la terne cour de Madrid, dominée par le clergé, afin d'épouser un homme tristement célèbre dans toute l'Europe pour son imbécilité et sa dégénérescence physique. À cette nouvelle, elle se serait évanouie et aurait imploré la clémence de son oncle Louis XIV. Pourtant, il resta indifférent, affirmant qu'il s'agissait d'une question d'État. L'arrivée de Marie-Louise en Espagne en 1679 fut un choc culturel dont elle ne se remit jamais. Elle rencontra une cour baignée d'une dévotion oppressante et d'une étiquette stricte et étouffante, et découvrit un époux dont la déplorabilité dépassait les rumeurs. Charles, âgé de 18 ans, était un personnage pathétique et pitoyable. Il était imposant, mais se déplaçait d'une démarche chancelante et traînante. Son discours était à peine compréhensible et il était fréquemment pris de sanglots enfantins. Il tomba instantanément sous le charme de sa jeune épouse éblouissante, la suivant tel un chiot égaré dans le palais. Son adoration, écœurante et d'une intensité dérangeante, la nuit de noces et les efforts qui s'ensuivirent pour consommer le mariage furent des désastres avérés. L'ambassadeur de France,
dans ses messages codés à Versailles, dépeignit une image sombre de l'incapacité royale. Charles semblait souffrir d'un trouble qui serait plus tard reconnu comme une éjaculation précoce, s'il parvenait à avoir une érection. Des anomalies physiques et une immaturité mentale empêchèrent le mari de procréer, laissant Marie-Louise dans un état de pitié et de dégoût. Elle le traita comme une infirmière attentionnée s'occupant d'un enfant difficile, mais ses écrits privés exprimaient une profonde tristesse et un désespoir profond. « Je ne suis pas une reine, je suis une prisonnière », écrivit-elle. Alors que les mois se transformaient en années sans signe de grossesse, la cour sombra dans le chaos. La reine fut accusée d'infertilité, une pratique courante à l'époque, car accuser le roi aurait été une trahison. Marie-Louise dut donc endurer un régime humiliant et particulier de remèdes contre la fertilité. Elle fut contrainte de consommer des concoctions amères concoctées par des charlatans, de prier pendant de longues périodes devant des reliques choisies et de se soumettre à des bénédictions élaborées pour son lit. Le conseiller spirituel du roi, un homme profondément ancré dans l'ignorance et la superstition, croyait que le mariage royal était rongé par la sorcellerie. Cette idée déclencha l'un des incidents historiques les plus singuliers d'Espagne, l'exorcisme royal. La cour en vint à croire que des sorts maléfiques étaient responsables de la stérilité du roi et de l'incapacité de la reine à concevoir. Des exorcistes furent invités au palais où ils accomplirent des rites dans la chambre royale, récitant en latin, aspergeant d'eau bénite et cherchant des malédictions cachées et des insignes démoniaques. La reine fut contrainte de porter des talismans bénis, tandis que le roi se soumettait à des rituels destinés à chasser les esprits maléfiques qui entravaient sa puissance. Les affaires essentielles de l'État au sein du plus puissant empire du monde étaient désormais influencées par les illusions d'une chasse aux sorcières médiévale. Marie-Louise souffrit profondément psychologiquement de cette épreuve. Dans un mariage sans amour et confrontée à la disgrâce publique due à son infertilité, elle était perçue par sa cour comme une étrangère ayant failli à son seul devoir. Plongée dans un profond désespoir, elle prit du poids, devint léthargique et trouva du réconfort dans l'équitation. À 26 ans, après avoir enduré une décennie de tels tourments, elle mourut subitement d'une appendicite apparente. Charles fut accablé par le chagrin, sa douleur était intense et enfantine, le laissant en larmes pendant des semaines, refusant de manger ou de s'aventurer hors de ses appartements. Pourtant, l'État ne pouvait se permettre sa douleur, et le temps était plus précieux que jamais. Avant même que Marie-Louise ne soit enterrée, des négociations étaient déjà en cours pour une seconde épouse. L'élue fut Marie-Anne de Neubourg, une princesse allemande réputée pour sa lignée fertile. Sa mère avait donné naissance à 23 enfants. Aux yeux de la cour espagnole désespérée, elle semblait la plus susceptible de donner naissance à un héritier. Marie-Anne arriva à Madrid et trouva un roi en déclin et une cour au bord de la désintégration. Contrairement à la bienveillante Marie-Louise, la nouvelle reine était ambitieuse, arrogante et impitoyable en politique. Consternée par la situation de son mari, elle comprenait pourtant que son pouvoir dépendait de son contrôle sur lui. Rapidement, elle forma son propre groupe politique, nommant ses proches et alliés allemands à des postes importants, suscitant la colère de la noblesse espagnole. Le second mariage se révéla un désastre encore plus grand que le premier. La question de l'infertilité du roi restait sans solution. Cependant, Marie-Anne était une actrice supérieure à sa prédécesseur. Elle simulait plusieurs grossesses, les utilisant pour renforcer son influence politique et consolider sa position. À chaque fois, elle se retirait dans ses appartements, feignant des symptômes, acceptant les félicitations de la cour, pour réapparaître des mois plus tard, attribuant une fausse couche à une chute accidentelle ou à une peur. Au crépuscule du XVIIe siècle, une farce cynique et désespérée se déroulait, trompant peu de monde tout en révélant la ruine financière de la monarchie. Il était devenu évident dans toute l'Europe que Charles II ne laisserait pas d'héritier. Le débat ne portait plus sur la disparition de la lignée des Habsbourg d'Espagne, mais plutôt sur la question de savoir qui revendiquerait son empire colossal et tentaculaire. La cour de Madrid grouillait d'espions et de diplomates internationaux, chacun défendant son candidat favori. Les principaux concurrents étaient les Bourbons de France, incarnés par Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et demi-frère de Charles, et les Habsbourg d'Autriche, représentés par l'archiduc Charles, un parent éloigné de la branche viennoise de la famille. À la fin de la trentaine, l'état physique et mental du roi s'était considérablement détérioré. Il était en proie à des crises d'épilepsie et souffrait d'édème, qui gonflaient son corps. À la fin de sa vie, presque chauve, partiellement aveugle et souvent délirant au point de ne plus reconnaître ceux qui se trouvaient dans sa chambre, il croyait que sa vie et ses afflictions étaient dues à une malédiction démoniaque lancée sur lui à sa naissance. Ses confesseurs, cherchant à lever cette malédiction, persuadèrent le monarque d'autoriser l'exhumation des corps de ses ancêtres conservés dans la crypte royale de l'Escurial.
conduit dans le tombeau, Charles contempla les restes en décomposition de sa famille, ses parents, ses grands-parents et sa première épouse chérie, Marie-Louise. Le roi tourmenté affronta les reliques pourrissantes de sa lignée corrompue, une rencontre sinistre et macabre signifiant à la fois sa création et sa destruction. La dernière année de la vie de Charles II, 1700, ne fut pas une année de gouvernement, mais une longue et horrible veillée à sa propre mort. N'étant plus un dirigeant ni un homme, il devint un champ de bataille. Le grand Alcazar royal fut le théâtre du conflit diplomatique le plus intense d'Europe. La faction française du cardinal Puerta Carrera et le parti autrichien de la reine Marie-Anne se livrèrent une lutte acharnée pour obtenir les dernières volontés du roi mourant. Leurs armes n'étaient pas des épées, mais plutôt des conversations à voix basse, des documents fabriqués et une influence sur les appartements du monarque malade. Charles, au sein de sa dynastie déclinante, offrait un spectacle grotesque à l'âge de 38 ans, apparaissant comme un homme âgé et décrépit. Son corps conservait une quantité excessive de fluide, sa respiration était laborieuse et superficielle. Il souffrait d'épisodes de pleurs, d'hallucinations et de périodes prolongées de catatonie où il fixait un mur sans rien dire pendant des heures. Ces moments de lucidité étaient rares et brefs. Dans ces brefs instants de lucidité, il était saisi d'une profonde terreur spirituelle, persuadé que son âme était condamnée et son corps possédé. Au lieu de le consoler, ses confesseurs alimentèrent son délire en évoquant sans cesse l'interférence démoniaque et la nécessité d'une purification spirituelle. Le destin d'un empire reposait sur la signature chancelante d'un homme à l'esprit dévasté, assailli par de véritables maladies et des démons inventés. La lutte pour le testament atteignit son paroxysme à l'automne 1700. Le cardinal Puerta Carrera, profitant d'un moment où la reine et ses alliés autrichiens étaient préoccupés, obtint un accès exclusif au roi. Avec l'aide de quelques alliés stratégiques, il présenta à Charles un testament méticuleusement rédigé. Ils dressèrent un portrait sombre et effrayant du roi mourant. S'il fragmentait son empire, comme certains l'avaient suggéré, cela conduirait à son effondrement. S'il le laissait à sa famille autrichienne, l'Espagne serait entraînée dans une guerre perpétuelle contre la formidable puissance de la France. Pour maintenir l'intégrité de l'empire espagnol, tel que décrété par Dieu, il fallait la confier à la force la plus puissante capable de la protéger, la maison de Bourbon. Ceux-ci affirmaient qu'il était de son devoir solennel de roi de soutenir le candidat français, Philippe d'Anjou, petit-fils de sa demi-sœur et de Louis XIV. Dans un instant de profonde prise de conscience ou de lassitude absolue, Charles reconnut que sa vie avait été un échec. Il avait échoué à apprendre à marcher, à parler, à apprendre, à gouverner, plus douloureux encore, à procréer. Il n'était roi que de nom, un faible réceptacle pour un héritage corrompu. Pourtant, sur son lit de mort, il lui restait une action importante à accomplir. D'un simple trait de plume, il pouvait accomplir une action qu'il n'avait jamais pu accomplir de son vivant, prendre une décision qui déterminerait le cours des événements mondiaux. Il y consentit. Le 2 octobre 1700, le testament fut scellé. L'empire espagnol tout entier, sans partage, fut légué à Philippe d'Anjou. Le règne des Habsbourg en Espagne prit fin. Exactement un mois plus tard, le 5 novembre 1700, Charles II rendit son dernier souffle, à 5 jours de ses 39 ans. Sa dernière déclaration aurait été « Je ne suis plus rien ». L'autopsie qui suivit confirma tous les soupçons, sombres et poignantes. Le rapport officiel, rédigé par son médecin-chef, est un document d'une horreur quasi gothique. Il détaillait que le corps du roi était exsangue, que son cœur ressemblait à un grain de poivre, que ses poumons étaient corrodés, ses intestins putréfiés et gangrenés. Il avait un seul testicule noirci et sa tête était remplie d'eau. Bien que reconnaissant les exagérations médicales de l'époque, les conclusions étaient sans appel. Charles était une calamité biologique de la tête aux pieds. Des siècles de consanguinité n'avaient pas seulement défiguré son corps, il l'avait décomposé intérieurement depuis sa naissance. Il ne vivait pas vraiment, il a simplement existé pendant 38 ans dans un processus lent et tortueux de décomposition. La nouvelle de son testament se répandit dans toute l'Europe, apprenant que son petit-fils héritait de l'Espagne. Louis XIV s'exclama « Il n'y a plus de Pyrénées ». Cette déclaration, traduite par « Il n'y a plus de Pyrénées », suscita l'inquiétude des puissances européennes, notamment de l'Autriche et de l'Angleterre. La perspective d'un empire franco-espagnol combiné, d'une monarchie bourbonienne étendue de la Manche au détroit de Gibraltar et contrôlant les vastes richesses américaines, était perçue comme une menace insurmontable. Le testament du cardinal Porto Carrero, destiné à prévenir le conflit, le garantissait au contraire. La guerre de succession d'Espagne débuta en 1701. Cette longue bataille, souvent considérée comme le premier véritable conflit mondial,
dura plus d'une décennie à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et les océans. Elle fit d'innombrables victimes et assécha des nations de leurs richesses. Le paysage politique européen allait connaître des changements profonds. Tout le sang versé, des Flandres aux côtes méditerranéennes, à partir de 1661, découlait directement de cet événement initial effroyable. L'incapacité d'un homme à accomplir son devoir dynastique déclencha un conflit à travers tout un continent. Ainsi se conclut le récit de Charles II l'Ensorcelé, une histoire imprégnée d'horreur gothique, d'intrigues courtoises et de chagrins personnels. Cependant, le réduire à un simple feuilleton historique macabre revient à négliger sa profonde et terrifiante leçon. Ce récit ne se limite pas à celui d'un monarque malchanceux, il constitue un exemple concret et terrifiant des conséquences désastreuses d'une idéologie poussée à l'extrême. Les Habsbourg étaient animés par une idéologie centrée sur la pureté du sang et la survie dynastique. Pour eux, le pouvoir était inhérent et le renforcer par les unions familiales était une approche rationnelle, voire nécessaire. Ils ont élevé cette conviction politique au-dessus du bon sens, de l'éthique et, finalement, des lois fondamentales de la nature. Le point culminant que vous avez observé illustre l'issue de cette décision. Vous avez vu comment une approche politique, pratiquée avec constance depuis des siècles, s'est transformée en catastrophe biologique au sein d'une figure tragique et solitaire. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une allégorie. Cela nous renseigne sur le danger qui menace toute entité, qu'il s'agisse d'une dynastie royale, d'un parti politique ou d'une nation, lorsqu'elle est tellement convaincue de son unicité, tellement préoccupée par sa pureté, qu'elle s'isole et évite les interactions avec le monde extérieur. Cela conduit inévitablement à la décadence. Le métissage, qu'il soit génétique ou idéologique, entraîne faiblesse, anomalie et, finalement, chute. Charles II est l'exemple même de ce qui se produit lorsqu'un système devient si insulaire, si autoréférentiel qu'il perd de vue son lien avec un monde plus vaste et plus complexe. Sa vie illustre comment les choix abstraits des puissants au traité, contrats de mariage, lois successorales ont des implications humaines tangibles et souvent tragiques. Né entravé par ses propres gènes, victime de décisions prises un siècle avant son existence, il nous rappelle que l'histoire transcende les dates et les conflits. Elle englobe la vie d'individus, souvent façonnés ou détruits par les pressions de leur époque, laissant derrière eux un héritage durable. Une guerre continentale catastrophique souligne que l'effondrement d'un seul pilier fragile peut entraîner la ruine de l'édifice tout entier. Alors, lorsque vous entendez des dirigeants prôner la pureté et l'isolement, rappelez-vous l'histoire de Charles II d'Espagne, l'enfant roi dont la naissance malheureuse ne marqua pas seulement la chute de sa dynastie, mais un sombre présage pour nous tous.